Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est vraiment au cœur de l'économie mondiale. Mais pourquoi les pays commercient entre eux? Pourquoi ne produisent-ils pas tout simplement tout ce dont ils ont besoin chez eux? Ça peut paraître simple comme question, mais la réponse, vous allez voir, elle nous révèle des mécanismes économiques hyper puissants. Alors, regardons ça de plus près. Ce graphique, il raconte une histoire assez folle. La ligne jaune, c'est la croissance de l'économie mondiale, le fameux PIB. Et la ligne bleue, c'est le volume du commerce mondial. Le décalage entre les deux est spectaculaire. Depuis 1980, les échanges de marchandises entre les pays ont littéralement explosé, bien plus vite que la croissance économique globale. Pour donner un chiffre, c'est simple. Entre 1980 et 2023, le volume du commerce mondial a été multiplié par presque 8. Imaginez un peu, près de 8 fois plus de biens qui traversent les frontières. C'est une transformation complète de notre économie. Et voilà l'énigme du jour. Si chaque pays a des travailleurs, des terres, des usines, pourquoi ne pas tout faire sur place? Pourquoi s'embêter à importer des t-shirts du Bangladesh ou à exporter des voitures? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour y répondre, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on constate cet essor. Ensuite, une petite analogie pour que la logique soit claire, puis on plonge dans la théorie économique, ses origines, et enfin, on verra les bénéfices très concrets de tout ça. Alors comment on explique cette croissance massive? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de logiques économiques profondes qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre ces grandes logiques mondiales, rien de tel que de commencer par quelque chose de beaucoup plus simple. Une petite histoire entre deux voisins qui va tout éclairer. Alors, nos personnages, d'un côté Serena Williams, l'immense championne de tennis, de l'autre, son voisin, Forrest Gump. Comme on peut s'en douter, leurs potentiels de gains ne sont pas tout à fait les mêmes. Gardez bien ces chiffres en tête, ils sont importants. Maintenant, une tâche simple, tondre la pelouse. Serena, qui est très efficace, peut le faire en seulement 2 heures. Forrest, lui, il met le double, 4 heures. Mais là où ça devient vraiment intéressant, ce n'est pas le temps, c'est la dernière ligne, les gains délaissés. En passant 2 heures à tondre, Serena renonce aux 30 000 dollars qu'elle aurait pu gagner en tournant une pub. Forrest, lui, en 4 heures, il ne renonce qu'à 50 dollars. Et ce concept de gain délaissé, ça a un nom en économie. C'est le coût d'opportunité. C'est l'idée fondamentale que chaque choix qu'on fait a un coût. C'est la valeur de la meilleure chose à laquelle on renonce. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Du coup, qui devrait tondre la pelouse? Si on regarde juste la vitesse, c'est Serena. Elle a ce qu'on appelle l'avantage absolu. Elle est meilleure, point. Mais, si on regarde le coût d'opportunité, c'est Forrest qui a l'avantage comparatif. Pourquoi? Parce que pour lui, tondre la pelouse ne coûte que 50 dollars. Pour Serena, ça lui coûte 30 000 dollars. La différence est abyssale. La solution la plus intelligente est donc évidente. Il est bien plus logique que Serena se concentre sur le tennis et les pubs. Elle peut ensuite payer Forrest pour tondre sa pelouse. Imaginons qu'elle le pèse 100 dollars. Elle gagne ses 30 000, elle dépense 100, gain net 29 900. Et Forrest, il gagne 100 dollars, le double de ce qu'il aurait gagné. Au final, tout le monde est gagnant. Bon, maintenant, on va passer de cette petite histoire de voisins à l'échelle des nations. Parce que cette idée, en fait, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle a été théorisée il y a plus de 200 ans par un économiste, David Ricardo. L'idée de Ricardo, c'était une vraie révolution à l'époque. Il a démontré que ce qui compte, ce n'est pas d'être le meilleur dans l'absolu, c'est d'être le meilleur comparativement. Chaque pays a intérêt à se concentrer sur ce qu'il produit avec le plus faible coût d'opportunité. Voilà la définition formelle. Il ne s'agit pas d'être le plus productif, non, il s'agit de renoncer à le moins possible pour produire un bien. C'est exactement l'histoire de Forrest et de sa tondeuse à gazon. D'accord, mais ça soulève une autre question. Pourquoi est-ce qu'un pays aurait un avantage comparatif pour faire des t-shirts et un autre pour faire des voitures? D'où viennent ces avantages à la base? Eh bien, la réponse se trouve dans ce que les pays possèdent. Prenez un pays comme la France, qui a beaucoup de capital, des machines, des technologies, des usines de pointe. Et prenez un pays comme le Bangladesh, qui a une main-d'œuvre extrêmement abondante. Ces différences de ressources, on parle de dotation factorielle, vont tout naturellement guider leur spécialisation. Ce concept a été développé plus tard par d'autres économistes, Heckscher, Olin et Samuelson. L'idée est simple. La spécialisation d'un pays dépend de l'abondance relative de ses facteurs de production, c'est-à-dire le travail et le capital. La logique est assez implacable. Si un pays a énormément de main-d'œuvre, le coût du travail sera relativement bas. Ce pays aura donc un avantage comparatif pour produire des biens qui demandent beaucoup de travail, comme les vêtements. Et à l'inverse, un pays riche en capital se spécialisera dans des produits qui demandent beaucoup de machines et de technologies. C'est logique.
On en arrive au dernier point, et c'est sans doute le plus important. Au final, quel est le bénéfice de tout ce système? Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Le résultat, ce sont les gains à l'échange. L'idée, c'est que lorsque chaque pays se spécialise là où il est le plus efficace, toujours en termes de coût d'opportunité, la production mondiale totale augmente. C'est comme si le gâteau devenait plus gros pour tout le monde. Pour résumer, la production est plus efficace, chaque pays a accès à plus de biens, souvent moins chers, et la richesse globale augmente. On boucle la boucle avec notre analogie. Serena est plus riche, Forrest est plus riche. La spécialisation et l'échange ont créé de la valeur pour les deux. Et on termine sur cette question. Parce que la théorie, elle a l'air claire et les bénéfices semblent évidents, n'est-ce pas? Pourtant, dans le monde réel, le commerce international, c'est une source de débats politiques et sociaux permanents. Comprendre pourquoi est une toute autre histoire. Mais ça commence par bien maîtriser la logique qu'on vient d'explorer ensemble. Merci d'avoir suivi cette analyse.